Alors, pour commencer, donc, le premier temps, on a tendance à dire, voilà, c'est le temps du keynote speaker. Donc, Cyril, on compte sur vous pour nous dresser, nous donner un petit exemple, oui, je peux le faire sinon, de ce qui est en train d'arriver dans les objets connectés, tout ce qui est alors santé au sens santé, bien-être. Ouais, au sens de la définition de l'OMS, un état complet bien-être. On va faire un peu un overview donc, du contexte du marché aujourd'hui. On s'aperçoit que d'ici 2050, on va doubler la population des plus de 60 ans. Donc, vrai souci pour l'assureur et tout ce qui va être au niveau des seniors et de la dépendance. La deuxième slide, évidemment, malheureusement, de plus en plus de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'obésité ou les maladies respiratoires, et de plus en plus de personnes sont atteintes et de plus en plus jeunes. Oui, accroissement des dépenses de santé, gros problème pour l'assurance, donc réduction de la prise en charge par les collectivités. Et un nouveau phénomène qui est arrivé depuis quelques années, on en a beaucoup parlé début 2013, c'est ce qu'on appelle l'automesure, le fameux Quantified Self, et donc le suivi à distance, donc les objets connectés. Donc est-ce que c'est une évolution ou est-ce que c'est une révolution ? Vous avez sur la gauche des anciens objets connectés, c'est un peu la préhistoire maintenant quand on voit ça, et sur la droite ce fameux outil qui est votre smartphone, qui est en fait un vrai objet connecté et qui capte énormément de données sur vous. Et en bas, deux images, ce qui est la place Saint-Pierre. Et vous voyez qu'en moins de 10 ans, regardez comment c'est devenu. Les objets connectés. Alors le marché de la e-santé, parce que nous on travaille dans la e-santé, le bien-être, donc on attend d'ici 2020 80 milliards d'objets connectés. Dans tous les domaines, donc ça va du tracker d'activité bientôt au frigo connecté. Il y a même eu la couche connectée présentée au CES il y a 1 an et demi. Et oui. Voici quelques objets autour du Quantified Self, donc la mesure de soi avec la fourchette connectée qui vient de sortir d'ailleurs, la petite cuillère connectée pour bébé. Les différents trackers d'activité, la mesure de soi et des objets qui sont autour de vous. Vous mettez par exemple à gauche un petit capteur sur la porte d'entrée et ça va vous mesurer combien de fois elle a bougé, elle a été ouverte et fermée. Et puis après, la slide d'après, c'est tout ce qui va être autour de la santé. La santé est un vrai sujet. Google et Apple ont énormément investi, et Microsoft aussi, pardon, donc les GAFA, ont énormément investi dans ce secteur-là. Pour avoir de la donnée de la personne et essayer de mieux les accompagner derrière. On va voir que c'est un peu compliqué dans l'assurance de traiter ces données-là. Deuxième point du marché de la e-santé. Aujourd'hui, il existe 90 000 applications Sentier Manette dans le grand public. Donc l'utilisateur aujourd'hui est complètement perdu. Et les applications qui ont été créées ne sont pas du tout user-centriques. Et donc aujourd'hui, il faut bien connaître son utilisateur pour pouvoir développer une solution. D'ici fin 2017, donc d'ici 1 an et demi, plus de 1,7 milliard de personnes auront téléchargé une application autour du domaine du bien-être. Et voilà, pour 76% des Français, aujourd'hui, les outils connectés, tels que le tensiomètre, le podomètre ou la balance, vont avoir un réel impact sur le suivi de leur santé au quotidien. Alors, c'est bien beau d'avoir un objet connecté, un tracker d'activité qui vous dit 3000 pas par jour, ok, génial, mais so what ? Qu'est-ce que ça vous apporte s'il n'y a pas de service qui est derrière ? Pas grand-chose. Et la big data ? Déjà, au lieu de parler de big data, je pense qu'il faudrait parler de data. Ce serait déjà pas mal. Ce gros chiffre, le volume des données générées par les objets connectés, ça va être 44 000 milliards de gigaoctets de données qui vont être collectées d'ici 2020. Donc on va vraiment être, comme vous avez vu, on va être un nombre, tout simplement, et connecté de partout. Le vêtement connecté qui arrive même dans le luxe aujourd'hui. Donc des questions se posent. Où va-t-on les stocker ? C'est un gros souci. Derrière... Quid de la sécurité ? Aujourd'hui en France, quand vous parlez de données de santé, on est obligé d'être hébergé chez un hébergeur agréé de données de santé. Donc les seuls reporting qu'on peut faire sont agrégés et anonymisés. Et aujourd'hui, les assurances ne peuvent pas faire du pay as you live. On va en parler tout à l'heure avec aussi le pay as you drive. Et enfin, que va-t-on faire ? Comment va-t-on les traiter ? Quelle solution, quel service on va pouvoir donner à cet utilisateur ou à cet assuré, à votre client, pour avoir des solutions ou en tout cas des services qui vont être ciblés, personnalisés et complètement adaptés à son bon vouloir. Il y a eu une étude qui a été faite fin 2013, donc elle date quand même un peu, mais ça a été commandé par l'Union européenne. Et on s'est aperçu que la M-Santé, donc e-santé et M-Santé, M-Santé c'est tout ce qui se passe par le mobile, permettrait d'économiser donc l'année prochaine 99 milliards d'euros
en Europe, ce qui est juste monstrueux. Si on apporte aujourd'hui, par exemple, si on parle de collectifs en assurance et qu'on apporte du bien-être aux collaborateurs avec des outils qui vont être personnalisés, il va être plus productif, il va être moins absent, plus de rentabilité, et puis peut-être sûrement les primes d'assurance pourront être adaptées. Voilà un peu pour vous présenter un peu tout ce qui se passe autour des objets connectés, de la big data, autour de la santé et du bien-être et du quantified self. Voilà pour un des domaines les plus spectaculaires en objets connectés. Je ne sais pas vous, mais autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui viennent le soir en me disant « Tu te rends compte, j'ai fait tant de pas ». Souvent, j'ai remarqué, d'ailleurs, c'est les moins sportifs qui se rassurent comme ça. Mais enfin, ça nous inonde, ça arrive en masse, ça fait aussi un peu peur. Et la première question, Hector, qu'on se pose, c'est tout ça, qu'est-ce que va en faire le banquier et l'assureur dans sa relation client? Comment il va les utiliser demain ou aujourd'hui? Alors le but, évidemment, pour le banquier ou l'assureur, ça va être demain de réussir à, 1, accroître l'autotransformation pour ses clients, 2, réduire le taux d'attrition, donc c'est-à-dire les gens qui veulent partir, et 3, faire de la vente de multi-produits, donc c'est-à-dire à partir d'un détenteur d'assurance vie, peut-être qu'on va réussir à lui vendre de la santé, de la MRH, de l'auto et autres. Et à la fin, on arrivera, et on va en venir, c'est peut-être la deuxième partie, au Pay as you live, c'est-à-dire l'assurance qui va essayer, avec une prime, d'agréger l'ensemble des primes et l'ensemble des risques de l'assuré. Et ça, demain, ça va peut-être être couplé avec différents objets connectés, différents capteurs qui vont collecter tout un tas de données, qui vont être agrégés et qui vont créer le risque unifié pour l'assuré. Alors là, pour le moment, pour la relation client, aujourd'hui, on est quand même aux prémices. Le digital, c'est tout neuf. La plupart des banques et des assurances ne proposent pas de souscrire entièrement sur Internet, ne serait-ce que pour une MRH. Je crois qu'il y a 3 ou 4 assureurs qui permettent de souscrire uniquement sur Internet, ce qui est très faible. Sur des marchés très concurrentiels, c'est assez étonnant de voir que ce multicanal ne se développe pas. Et on parle déjà de l'omnicanal, de ce qu'on va pouvoir faire de la donnée. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est un peu la question que j'aurais envie de poser à Aymar de Chary. Alors d'autant plus que je disais tout à l'heure que, Aymar, vous êtes en charge de la transformation digitale chez Gain Assurance, mais vous travaillez aussi dans un groupe qui détient Amaguise, et votre témoignage, du coup, est particulièrement intéressant. Oui, merci. Donc effectivement, les objets connectés, c'est en fait déjà c'est du 3.0. Et c'est vrai que dans le secteur de la banque et de l'assurance, on est plutôt aujourd'hui à essayer de réussir à faire bien le 1.0 ou le 2.0. Je m'explique. Très simplement, aujourd'hui dans l'assurance, on a une chance d'avoir une récurrence de revenus qui fait que finalement, une baisse d'activité de 20%, ce n'est pas quelque chose qui se voit tout de suite dans notre résultat net ou dans notre niveau d'activité, puisqu'il y a une très grande récurrence, les gens sont assurés pour plusieurs années. Et donc, il n'y a pas eu encore de prise de conscience, ou il y a une prise de conscience qui commence à venir, mais qui date de quelques années seulement. Le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on est effectivement en train, et c'est le premier axe de travail que moi j'ai chez Gain Assurance, de digitaliser en fait progressivement l'ensemble de nos offres. C'est déjà une première étape pour être un acteur de l'e-commerce. Et en ça, Amaguise, qui est une entreprise qui date de 2008-2009, était un précurseur. C'était le premier assureur direct. En France, il y a eu l'équivalent, il y a eu Direct Assurance, mais qui était en fait un assureur par téléphone. C'est les premiers acteurs qui faisaient de la souscription en ligne. Et c'est effectivement extrêmement récent. Donc aujourd'hui, dans la vraie vie, avant de parler d'objets connectés, on a un premier axe, et c'est là où on utilise beaucoup le big data, qui est d'augmenter notre performance commerciale grâce au digital. Et là, en fait, on fait tout simplement le marketing comme on en a toujours fait, c'est-à-dire avoir plus de gens qui nous considèrent, avoir plus de gens qui viennent dans nos agences, sur le web pour convertir, avoir des actions plus fidélisantes. Et là, on va utiliser l'ensemble des données qu'on capte pour proposer au bon moment, au bon endroit, l'offre qui va bien. Le deuxième grand axe de travail pour un grand assureur, c'est tout simplement de digitaliser ses process. C'est d'une complexité inouïe d'offrir en fait les bons produits simples à comprendre, la gestion électronique des documents, la signature électronique, tout ça c'est extrêmement complexe, surtout dans un environnement très régulé comme la banque et l'assurance. Donc notre deuxième grand axe de travail, c'est tout simplement de créer des processus simples, compréhensibles du client, qui se font en quelques étapes sans avoir de multiples intermédiaires, de multiples ruptures de chaîne dans les processus. Ça c'est vraiment nos deux grands axes de travail. Et ensuite,
le futur, mais qui va arriver très vite, parce que je suis certain que ça va arriver très vite, c'est effectivement tout ce qui est l'innovation, changer le modèle. Et là, on va en parler. Il y a des vraies ruptures de business model pour les assureurs qui se préparent sur la notion d'objet connecté. La santé connectée, moi, j'y crois un peu moins comme rupture de business model pour les assureurs. Par contre, la voiture connectée, la voiture autonome, c'est certainement quelque chose qui va venir très fortement nous perturber. Et aujourd'hui, les clients, les assurés, ils souscrivent en ligne ou ils ont toujours le réflexe d'aller voir? Alors, j'ai une petite précision, hein, Gain Assurance a un réseau commercial très important et notamment plus de 1000 agents généraux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ils vont en agence quand même pour souscrire? Évidemment, ils vont encore en agence pour souscrire. On a des taux de souscription en ligne. En gros, quand on lance une offre et qu'on la met sur le digital, on obtient 3 à 4% de nos prospects qui nous achètent, qui le font directement en ligne. Et puis on aura le reste qui va soit acheter par téléphone, soit acheter en agence, bien heureusement pour notre réseau d'ailleurs. Alors, c'était ma dernière question, si je voulais vous demander, c'est quand on a un réseau comme ça de plus de 1000 agences, ça passe aussi par une digitalisation du réseau. Alors c'est compliqué, c'est un vrai sujet pour nous parce que en fait, le digital, ça perturbe l'ensemble de ce que je vous disais sur nos processus. C'est-à-dire qu'on doit être capable de créer une omnicanalité. Nous, on appelle ça le multicanal intégré chez nous. Et ça veut dire que l'information d'un client qui, par exemple, appelle un call center de Gain Assurance, il faut que cette information soit disponible pour l'agent général pour faire en sorte que le client ne se répète pas. Je pense qu'on a tous vécu en tant que client le fait d'avoir le sentiment de se répéter, de réexpliquer son problème de multiples fois, à de multiples intervenants différents. Et la force historique d'un réseau comme le nôtre, c'était justement d'avoir un seul point d'entrée qui était l'agent général, qui avait toute la relation client. Et aujourd'hui, on a un comportement client qui évolue où on ne peut pas ne pas lui dire qu'il y a un call center qui répond sur horaire élargi, qu'il y a un site web qui donne des informations, qu'il y a du chat, etc. Voilà. Donc du coup, c'est comment on fait en sorte que cette information circule correctement entre nos différents canaux. Et ça, c'est un enjeu majeur de processus, de simplification de ton organisation, simplification de notre informatique. Enfin, voilà, c'est des vrais. Et que le digital lui renvoie à l'agence les contacts. Alors, le digital va soit proposer de souscrire à distance, soit, et c'est ce qu'on essaye de faire principalement, effectivement envoyer les prospects vers l'agence, parce que l'agent général, certes qui n'est pas très digital, et reste un excellent vendeur et a des taux de performance toujours bien supérieurs à un call center, on va dire, aussi bien formé qu'il est sur les scripts. Ça, c'est une règle. C'est vrai que quand on a un panier moyen de 1 sur le web en vente directe, quand on fait par téléphone, déjà on l'augmente. Et alors quand on a le client présentiel, là, on multiplie le panier moyen. Et tout notre enjeu, c'est de proposer une offre sur le web qui est attractive et qui n'est pas trop mauvaise d'un point de vue assurantiel, mais de faire venir ensuite les clients vers un agent général qui sera capable d'expliquer en quoi le produit à tel prix, certes attractif, présente un certain nombre de risques. Parce que moi, je peux tous vous vendre de l'assurance qui couvre pas grand-chose. Vous allez l'acheter, mais quand vous allez avoir un sinistre, vous allez être très mécontent. Donc, le sujet, c'est de trouver cette bonne équation. Certains s'aventurent dans des terrains, et c'est un terrain qu'Amaguise n'a pas voulu prendre, qui est de faire vraiment du low cost. Mais le low cost derrière, ça veut dire des franchises à 1 000 € quand vous avez un accident auto. Ça veut dire qu'on ne vous couvre pas parce que la petite ligne... voilà. Donc, c'est pas du tout notre stratégie aujourd'hui. Stéphane Yehou, on a parlé de l'assureur, maintenant le banquier. Comment il impacte toutes ces datas dans sa relation client? Est-ce que ça bouge? Alors oui, ça bouge. Mais déjà, peut-être un mot sur les objets connectés, parce qu'on on a réalisé donc l'année dernière avec les Échos une étude sur les objets connectés dans le monde de la banque et de l'assurance. Et effectivement, on avait noté qu'il y avait beaucoup plus de mouvements du côté de l'assurance sur ce sujet objet connecté que dans la banque. Donc ça, c'était un premier point. Maintenant, sur la partie données, data, big data, j'ai envie de dire que si je prends l'échantillon non représentatif des missions sur lesquelles nous, on est consultés, les sujets qu'on voit à traiter aujourd'hui dans le domaine bancaire sont de 3 types. Le premier, et historiquement ça a toujours été le cas, dans la banque d'investissement, qui est fortement consommatrice de données, de modélisation, de temps réel, il y a un vrai intérêt sur
tout ce que peut apporter soit les technologies, soit l'infrastructure, soit les nouvelles sources de données liées à ce qu'on appelle le big data. Donc ça, c'est un premier pan d'activité sur ce qu'on voit dans la banque d'investissement, partie spécifique de la banque. Le deuxième sujet qu'on voit apparaître de façon croissante, c'est les aspects réglementaires, notamment liés à des mouvements de renforcement de la connaissance client, mais pas que. En ce qui concerne le big data, on voit aussi des sujets liés à la fraude, fraude interne, fraude externe. On voit des sujets liés une capacité renforcée pour détecter des collectes de fonds non adéquates, donc des problématiques de lutte anti-blanchiment. Ça, c'est le deuxième axe qu'on voit dans la banque. Et le troisième axe, mais qui est encore à ses prémices, là, on rentre directement sur la connaissance client. Et ce que nous, on observe, c'est plus déjà une logique de régulation de l'attrition client. Et on voit apparaître une logique plus de génération de leads sur des produits qui sont les produits les moins sophistiqués, donc les plus transactionnels. Et alors je mets de côté les produits d'assurance, puisque là je parle de la banque, mais donc sur du crédit conso, par exemple, on commence à avoir des logiques de big data. Ça veut dire que de plus en plus, le banquier utilise la data, les données dont il dispose sur son client pour lui proposer autre chose ? Oui, il a commencé à le faire avec l'assurance. Oui. Et il est toujours en train de le faire avec succès. Si on regarde le modèle banque-assureur et le modèle assurance-banquier, on voit que par construction de la relation client, qu'à la banque, historiquement, développer l'assurance, c'est plus simple que de le faire dans ce sens que dans l'autre. Mais donc, il a commencé à le faire avec le produit assurance et et c'est un des points qu'on pourra discuter après, par rapport aux différents modèles économiques qu'on envisage dans le futur liés à la donnée, à ce que peut apporter la connaissance client pour un acteur de la banque. Forcément, il faut envisager la possibilité d'avoir une logique d'hypersegmentation et de proposer des produits de plus en plus adaptés d'un point de vue bancaire, mais pas que, sur d'autres d'autres types de produits dans le monde bancaire. Et les datas qu'il utilise aujourd'hui, c'est essentiellement les datas qui proviennent des comptes des clients ou... Alors, là, je pensais à ce qui était dit en introduction. Il y a le 1.0, le 2.0, puis le 3.0. Donc moi, en tant qu'observateur de nos partenaires, et partenaires aussi dans leur transformation, mais observateurs, je pense que ce qui est essentiellement utilisé et ce qui n'est pas encore utilisé de façon optimale, néanmoins, c'est ce qui est connu aujourd'hui de façon traditionnelle par le banquier. Cyril, vous travaillez avec les assureurs, avec les banquiers. Ça m'intéressait d'avoir votre œil. Comment vous les observez ? Alors, je m'introduis 2 secondes. Moi, je vous ai introduit les objets connectés, mais nous, on fait du service. En fait, on a une plateforme web et mobile qui permet à un utilisateur de gérer toute sa santé. Et en fonction des données qu'on capte des objets connectés ou de façon déclarative sur notre application, on va lui envoyer le bon conseil au bon moment grâce à un algorithme et de l'intelligence artificielle. Donc nous, aujourd'hui, on a été vu d'un bon œil quand la presse a parlé de nous en 2013 par les assureurs, nos premiers clients. Et l'idée, c'était de pouvoir apporter une solution complètement personnalisée à leur utilisateur final afin qu'ils se prennent en main et que derrière ces données-là puissent apporter de la valeur ajoutée déjà au service
donc se différencier par rapport à la concurrence avec de l'innovation, rajouter du trafic sur leur site internet, parce qu'aujourd'hui c'est très global et vous allez sur le site GAN ou Aviva ou d'autres et ça se ressemble beaucoup et ils essayent d'apporter des services à valeur ajoutée afin d'enrichir cette relation client. Et puis aussi, évidemment, récupérer de la donnée anonymisée, agrégée, encore une fois, de l'autre côté, parce qu'on parle de santé ou de bien-être, pour mieux offrir de nouveaux services à côté. Voilà. Donc voilà comment aujourd'hui nous ça se passe sur le milieu assurantiel. Les gens par contre viennent nous voir en disant avec différentes problématiques, c'est jamais la même, ce qui est assez marrant. Aujourd'hui on a même la Smart Home qui vient nous voir, l'assurance habitation, parce que l'habitation de demain sera complètement connectée et donc être un hub numérique pour capter cette donnée-là, la croiser avec votre donnée bien-être et apporter le bon message à l'intérieur. Donc derrière, si on sait comment l'utilisateur se gère, on va pouvoir lui apporter le bon service. Et puis le côté humain également en agence, on va mieux connaître son assuré et donc on va pouvoir lui proposer des services et des contrats qui vont être beaucoup plus adaptés. Gilles Marchand, on parle de data, on a parlé d'utilisation de la data, il y a des clients derrière. Est-ce qu'on sait que ça les inquiète un peu aujourd'hui, où on en est? Alors, pour mieux nous connaître, nous, Worldline, on est filiale du groupe Atos. Atos, Thierry Breton a beaucoup investi ces dernières années sur la data, là, dernièrement avec l'annonce de Bull, le calculateur le plus puissant au monde. Nous, on gère beaucoup de données. On est assez discret là-dessus. Nous, on gère toutes les données recueillies par Michelin sur le pneu on demand. On récupère toutes les données de 2 constructeurs automobiles mondiaux, donc avec des boîtiers. Et on fait de la modélisation statistique avec nos data scientists pour valoriser la donnée en termes, évidemment, pour les assurances, mais aussi pour la réparation, pour faire du préventif. On l'avait travaillé avec Airbus, qui est un des premiers en fait, à avoir fait de la télémétrie sur ces systèmes d'avion, puisque une heure d'immobilisation d'un A320, c'est 1 million d'euros. Donc Airbus l'avait compris, mais il y a 15-20 ans. Bon, on n'appelait ça pas du big data. Donc ça, c'est la partie immergée de l'iceberg, effectivement. Et la partie émergée, l'idée, nous, ce qu'on voit au-delà des outils marketing de push, on sent qu'il y a une prise de conscience de la propriété de la donnée. Au-delà de la loi européenne, la directive sur la data protection, on sent que maintenant, le consommateur va être maître de sa donnée, maître de sa relation avec son fournisseur. On a sur la partie bancaire la portabilité qui va arriver des données, c'est-à-dire je vais passer de la banque A à la banque B, je dis à la banque B, vous me récupérez tout mon historique de la banque A, je vais pouvoir dire la même chose à mon assureur. Nous, on a développé des services qui vont pouvoir piloter sa carte bancaire à distance, l'arrêter, mettre des restrictions. On a aussi une demande d'un grand groupe bancaire, assurance mondiale présent en France qui fait du leasing de voitures et dit tiens, moi j'aimerais un système qui pilote mon leasing de voiture, qui à la limite contrôle ma voiture complète. J'ai une transparence complète vis-à-vis de l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il veut vraiment être acteur dans sa relation. Il ne peut être passif en ayant des sollicitations. Donc il veut maîtriser la donnée, il veut une transparence. Google avait beaucoup investi avec Google Now, parce que Google est un peu coupable de récupérer beaucoup de données. Donc si vous êtes sur votre compte Google, quand même, vous avez l'historique à vie de toutes vos recherches et votre positionnement si vous activez sur Android l'active positioning. Donc en gros, je prends beaucoup de vos données, mais dans l'échange, je vous le restitue et je vous le prémage. Donc Google, il va vous dire, si vous mettez votre agenda Google, il est temps de partir là, de la conférence parce que vous êtes en retard à votre dîner. Prenez votre parapluie parce qu'il pleut. Ça, c'est pas la science-fiction, c'est toujours. C'est, en gros, on arrive sur assister les gens. Un peu comme le coaching sur la santé. Donc nous, on travaille avec d'ailleurs des startups aussi, dont Xbrain, qui est une phénoménale startup sur l'assistant digital. Donc nous, on a fait 2 prototypes sur l'assistant digital. Et on pense que l'assistant, il va non seulement me restituer mes données, mais en plus, je vais avoir une interface beaucoup plus simple. C'est fini le site web où je remplis les 200 formulaires. Je vais parler dans mon téléphone, il va connaître mes habitudes, et il va me restituer. Donc là, il sait quand est-ce que ma prochaine échéance de mon contrat d'assurance, il sait quand est-ce que je dois réparer ma voiture ou je fasse la vidange. Donc l'assistant digital, on peut le transposer dans le monde privé, on peut le transposer dans la banque. Évidemment, la banque, on a quand même beaucoup d'interactions, un peu moins sur l'assurance, heureusement, ça veut dire que j'ai des sinistres.
Et à l'infini, on va pouvoir faire du préventif et apporter du confort. Et je pense que le consommateur, il ne comprend pas une nouvelle boîte qui se monte en disant bah, attendez, je remplis des formulaires à l'infini, j'ai l'impression d'être il y a 10 ans en papier, mais en numérique. Et donc, je pense que c'est le 3.0 pour nous, c'est un peu ça. Évidemment, le digital assistant, il va collecter forcément, il a besoin de données. Hein, parce que de gens, on fait du machine learning, donc on va quand même mettre des choses automatisées, plus des scénarios marketing, forcément, parce qu'il y a un peu de... On va quand même pousser quelques offres au milieu. Mais je pense que le client, il n'est plus dupe et il maîtrise bien les systèmes. On voit bien avec les comparateurs, avec dans l'assurance, les courtiers. Je pense que le client, il comprend mieux comment ça fonctionne. J'ai vu en Angleterre sur le pilotage de l'assurance, je peux apprendre l'assurance à l'heure en prenant en photo une plaque d'immatriculation parce que je fais un prêt de volant. Parce que je suis mal couvert. Donc cette notion de je choisis mon service à l'heure, à l'acte, et ça, je pense que ça va se déployer. La musique, maintenant, on l'achète à l'acte, on n'achète plus des disques, voilà, on télécharge plus des tonnes de musique, etc. Et je pense que tout le monde en vient à piloter un peu à un instant T son service et attend un coaching en échange parce qu'il se dit attendez, ils ont des serveurs, ils ont des ordinateurs, donc je pense qu'ils savent qui je suis. Alors ça nous fait une bonne transition vers notre deuxième partie sur l'impact de la data sur vraiment les offres et les modèles. Et on va commencer, Hector, avec un phénomène qu'on pourrait imaginer. Moi, encore une fois, demain, avec mes objets connectés, on suit la façon dont je fais du sport, si ma vie est saine, avec ma balance, on voit l'évolution de mon poids, etc. Donc on pourrait imaginer que demain, on aille vers une individualisation des risques et donc une tarification, je pense notamment à l'assurance et à l'assurance santé, en fonction de mon comportement et de mes datas. Tout à fait. C'est un peu l'avenir, mais c'est un peu déjà ce qui se passe. Quand on regarde une compagnie, il y a une compagnie en Malaisie qui s'appelle You for Life, vous pouvez regarder leur site internet, ils vous offrent un rabais sur votre prime d'assurance vie si vous faites du sport. Discovery, avec le programme Vitality, fait la même chose. Si vous faites du sport et si votre santé s'améliore, ils estiment que vous allez moins mourir. Et en mourant moins, vous allez moins déclencher l'assurance. Donc vous avez 50% de rabais sur votre assurance vie, sur votre prime d'assurance vie, si vous faites du sport et si vous avez une conduite un peu vertueuse. Après, il y a évidemment cette logique un peu plus gadget. On voit une compagnie russe qui s'appelle, j'ai noté ça, Alpha Bank, qui est une petite compagnie. Alpha Bank, vous avez un podomètre, ils enregistrent le nombre de pas que vous faites dans la journée. Plus vous faites de pas, plus votre taux sera bas, plus votre livret d'épargne sera rémunéré. Bon, le ROI n'est pas évident là, c'est évident, c'est un peu gadget. Et ce côté gadget, c'est un peu ce que les consommateurs américains ont pensé quand ils ont vu arriver Aetna aux États-Unis en 2013. C'était une compagnie d'assurance santé qui proposait de regarder, grâce à des objets connectés, la santé de ses assurés et de faire évoluer leurs primes en fonction de leur santé. Ils ont fait faillite en moins d'1 an. Ça a refroidi pas mal, mais ça n'a pas refroidi Oscar. Vous pouvez regarder aussi sur Internet, c'est une compagnie pour hipsters new-yorkais, donc là c'est une micro-cible. Et là, Oscar, par contre, vous prenez à la fois votre prime d'assurance, mais également votre abonnement à la salle de sport. Et plus vous faites du sport, moins vous payez, ou alors vous avez également des bons cadeaux sur Amazon et éventuellement des smoothies gratuits. Donc c'est formidable, vous sortez de la salle de sport, vous passez devant un Starbucks, vous avez un QR code, vous arrivez devant Starbucks, il lit votre QR code et il vous offre un smoothie. C'est sympa, c'est encore gadget. Aujourd'hui, ça s'adresse à un public essentiellement tatoué, très barbu à New York. Est-ce que demain, on aura la possibilité de faire du sport à la mère de famille de l'Oregon qui est en surpoids et qui, très clairement, elle en aurait réellement besoin? Alors, ça, c'est la vraie question et c'est un peu pour ça que j'aimerais bien avoir le témoignage des vrais assureurs. Comment ils voient ça? Est-ce que ça ne les refroidit pas? Parce qu'il y a évidemment un enjeu phénoménal sur l'individualisation de la prime. Passer du community rating, c'est-à-dire de mutualiser une grande partie des risques, à du risk rating, à tarifer au risque. Chacun va avoir sa prime indexée sur son risque propre. Est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que vous pensez y arriver? Est-ce que les objets connectés, ça ne va pas être un frein pour vous? Alors moi, peut-être une première réaction. Je pense que il y a quelque chose qui est très différent en France sur l'assurance santé. C'est que quand il vous arrive quelque chose de grave en France, en assurance santé, en réalité, vous êtes systématiquement couvert par la sécurité sociale. Donc quand quelque chose vous arrive de grave, la mère de famille en surpoids dans l'Oregon, s'il lui arrive une embolie pulmonaire, ça va coûter à qui? Ça ne va pas coûter à l'assureur, ça va coûter à la sécurité sociale. Vraiment. Non mais
en France. Le même épisode coûtera. Et donc, ça veut dire que le modèle de l'assurance santé en France est très différent. Donc, tous ces modèles qui sont de dire, finalement, plus vous faites de sport, plus l'assureur va s'y retrouver. Donc, quelque part, je vous offre des services, etc. Ont beaucoup moins de pertinence en France, dans le modèle d'aujourd'hui de la sécurité sociale. Et donc, du coup, ce qu'on voit se développer sur le marché français, c'est plutôt, effectivement, des services, parce que ça permet d'ancrer un discours santé de l'assureur, de pertinence, mais ça n'a pas d'impact sur la prime. Et si je vais même un cran plus loin, je pense que les pouvoirs publics en France ne laisseront pas faire ce que vous décrivez là. Donc moi, j'y crois pas sur le fait que les objets connectés liés à une meilleure santé, etc., va avoir un impact sur une prime d'assurance santé, par exemple. Après, on peut dire ça peut avoir un impact sur est-ce que j'ai envie d'assurer un prêt. Alors, effectivement, on peut se poser la question. Mais là, c'est là où je dis, les pouvoirs publics, très vite, dès que vous commencez à dire en France, tiens, le type a eu un cancer, j'ai pas envie de l'assurer, vous avez association de consommateurs, l'État qui s'en mêle, etc., etc. Donc demain, imaginez que, parce qu'on vous a posé un capteur pendant un mois pour voir si on vous accordait votre assurance de prêt et qu'on a vu que finalement vous fumiez trop, j'y crois assez peu. Donc je pense que ce qui va se développer sur le plan des objets connectés en santé, c'est vraiment des services bien-être, mieux-être, confort, etc. Grâce à la marque de l'assureur, parce que ça donne un service supplémentaire à l'assureur qui lui permet de raconter une histoire. Mais est-ce que réellement il va y avoir un impact sur la prime d'assurance, etc. En santé, j'y crois pas. Je vais vous parler ensuite de la voiture connectée, c'est autre chose. Oui, mais quand même, ça restera très, très marginal. Oui, je veux dire, on ne parle pas d'un vrai gros risque comme Airbus avec son million d'euros. On n'est pas dans ça, dans l'assurance santé en France aujourd'hui. On n'est pas là-dessus. Cyril, peut-être un petit témoignage. Il y a deux exemples très concrets. Il y a alors Vitality, on en parlait, ça a super bien marché en Afrique du Sud. Ils ont fait un partenariat avec Generali en Allemagne. C'est un énorme échec. Oui, alors ils arrivent en France cette année, normalement. Ouais, on sait. Et puis derrière, il y a AXA et Wissing avec le bracelet connecté. Après, il y a une énorme erreur de communication derrière, ça c'est clair et net. Mais vous dire que vous prenez un objet connecté et si vous atteignez les 6 ou 7 000 pas, on vous offre un bon cadeau réduction de 50 €. Voilà. Les gens sont posés, okay, qu'est-ce qu'on fait de nos données? Comment ils arrivent à voir qu'on a fait 6 000 pas? Les pas aujourd'hui, ce n'est pas une donnée de santé, c'est une donnée de bien-être. Voilà. Et la Commission européenne est en train de renforcer ça. Le ministère de la Santé est en train de renforcer ça. Aujourd'hui, votre IMC, qui est l'indice de masse corporelle, qui a un rapport taille poids, est une donnée de santé. Votre poids n'est pas une donnée de santé. Sauf que Wheezing, ils ont fait la carte de France de l'obésité. Dans votre compte, vous pouvez également aller mettre votre taille. Donc, ils ont votre IMC. Et ils ne sont pas hébergés chez un hébergeur agréé de données de santé. J'ai rien contre Wheezing, mais aujourd'hui, qui est plus français d'ailleurs. Voilà, mais voilà, c'est un vrai problème. Et je rejoins complètement Aymar sur ça. On ne va pas aller au pay as you live. En tout cas, pas aujourd'hui, et on n'en est pas prêt. Et encore, c'est en train de se renforcer. Et aujourd'hui, quel service vous développez pour le compte, par exemple, d'assureurs? On en développe plusieurs. Aujourd'hui, par exemple, on est avec une grosse IP. Elle a voulu partir en collectif. Elle n'a pas voulu porter la santé. On n'est pas sous le nom de cette IP. On n'est pas sous le nom de Human Life. On a créé une marque, e-coach santé, ça s'appelle. On a sélectionné un certain nombre de thèmes, par exemple autour de l'activité physique, autour de la nutrition et autour du tabac. Vous avez un quiz d'entrée qui vous personnalise votre tableau de bord, qui vous propose des objectifs que vous pouvez relever ou non. Derrière, en fonction de vos objectifs, on vous envoie du coaching vidéo et des programmes qui sont adaptés, ciblés, personnalisés. Si vous les regardez, vous remportez des points, vous pouvez cumuler, les dépenser dans une boutique en ligne. Et derrière, on a créé en plus un aspect communautaire où, imaginons, on est dans la même société, on va courir ensemble dans le parc à côté. Je vais courir demain à 18h, je vais proposer d'aller courir avec 10 collaborateurs à vitesse modérée sur 10 km. Vous pouvez venir, ou sinon on va mettre en place des concours, ce qu'on appelle Walking Challenge ou Running Challenge. On va être par équipe, ça va être scénarisé. Donc au lieu de dire juste je marche 3000 pas ou 2 km, c'est je vais faire la muraille de Chine. Ou c'est bientôt les Jeux de Rio. Dans des entreprises, on a mis des paris Rio à pied. C'est digital, hein, c'est virtuel, donc voilà, on peut le faire à pied. Et puis on va se challenger entre équipes pour aller se motiver les uns les autres et charrier un petit peu. Et le pari économique, c'est moi, assureur, j'investis et derrière, j'aurai un retour sur investissement parce qu'il y aura moins de dépenses? Alors, ça dépend en fait. Non, pas forcément. Non, ça dépend de la problématique de l'assureur. Et on s'aperçoit que les problématiques sont différentes. Il y en a un qui est venu nous voir en disant j'étais super innovant, je suis plus innovant depuis 15 ans, il faut que je rajoute un service innovant.
Ok, mais si derrière il n'est pas adapté à ton assuré, il va vivre pendant 1 an puis il va mourir. Un autre est venu en nous disant voilà, je viens de créer un site internet, j'ai un trafic qui est proche de 0. Les gens ne viennent pas, ils ne s'intéressent pas, donc il faut que je rajoute des services à valeur ajoutée. Il y en a d'autres, les RH de grands groupes sont venus nous voir en disant on voudrait des services qui soient adaptés, on pense que le digital peut être intéressant. Avec le digital derrière, si on arrive à avoir une image de nos employés, on va pouvoir personnaliser ou adapter les actions physiques qu'on va faire en entreprise, donc on va plus les toucher, ils vont être plus contents, ils vont être plus fidèles, etc. etc. Donc je soigne le bien-être de mes assurés pour vraiment accroître leur fidélité. Exactement. Alors, deuxième, Hector, produit qu'on a choisi, on l'a évoqué tout à l'heure, je crois, c'est la fameuse assurance auto Pay as you drive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus on roule, plus on paye, et réciproquement. Le Pay as you drive, c'est intéressant. Derrière, le Pay how you drive est encore plus intéressant pour un assureur. Savoir si vous conduisez dangereusement, c'est-à-dire si vous faites de fortes accélérations ou au contraire si vous freinez fortement, ça va indiquer à l'assureur si vous êtes globalement un bon ou un mauvais risque pour lui, donc si vous allez lui coûter cher ou si au contraire vous n'allez pas lui coûter cher. Et ça, c'est déterminant. Aujourd'hui, il y a peu d'entreprises, d'assureurs en France qui le font réellement. Aux États-Unis, ça ne marche pas super bien. Autant on pouvait imaginer au début que ce modèle économique allait être totalement vertueux parce que ça allait amener les conducteurs à mieux conduire, mais il y a sans doute des habitus ou autre chose qui fait qu'ils ne conduisent pas mieux avec ce type d'outils. Et aujourd'hui, en France, la principale, je crois que le principal objectif, c'est surtout un objectif de communication avec les partenariats avec TomTom et autres, où on appelle, quand vous avez un accident, TomTom arrive à détecter votre accident et il appelle directement à la fois votre assureur, mais surtout les secours. Et donc là, c'est ce qu'a fait Allianz. Et il y a vraiment un objectif de communication. Derrière, peut-être que demain, on arrivera à agréger ça avec le Pay as you live. Et donc agréger, on passe du Pay as you drive au Pay as you live, et on agrège différentes assurances au sein d'une assurance. C'est ce que fait Allianz en Italie. Et c'est un flop, enfin c'est difficile à tarifer. C'est Allianz One. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à le faire et prendre ce pari très risqué? Chez quelle assurance alors? Alors moi je dirais mélanger le Pay as you live, auquel je ne crois pas beaucoup, avec le Pay as you drive, on va le faire par étapes là aussi. Hein. Donc, ce que je crois par contre fondamentalement, c'est que la voiture connectée va vraiment changer effectivement le modèle assurantiel. Là pour le coup, il y a un vrai sujet de fond parce que vous avez aujourd'hui des objets connectés qui peuvent considérablement améliorer un comportement automobile. Tout bête, hein, mais moi je discute en ce moment avec une entreprise qui filme en permanence, si vous voulez, ce qui se passe devant vous et qui est capable de créer une sonnerie dans la voiture quand vous êtes à moins de 2 secondes d'une collision. C'est tout simple, mais quand vous êtes à moins de 2 secondes d'une collision, vous êtes probablement en train de regarder votre téléphone, en train de dormir, en train d'avoir une attaque cardiaque ou autre, et dans un certain nombre de cas, vous pouvez quand même freiner encore. Et bien, vous faites ça. Là, vous allez avoir un vrai impact sur le comportement de l'assuré. Donc, moins d'accidents corporels, beaucoup moins de coûts. Il faut savoir 50% des coûts d'un assureur, c'est des accidents corporels. C'est-à-dire très peu d'accidents, bien heureusement, mais qui coûtent extrêmement cher. Et donc, quand vous commencez à réussir à toucher ces comportements, on va dire ces moments très importants, l'heure d'Airbus qui coûte 1 million d'euros, l'accident très grave qui coûte lui aussi plusieurs millions d'euros, là, vous avez un vrai impact. Et là, tout d'un coup, se payer un boîtier, cette caméra qui coûte une vingtaine d'euros par mois, etc., pourrait commencer à avoir du sens. Nous, on l'a implémenté et on a un retour sur le modèle économique. On l'a mis en place chez j'ai pas le droit de dire le nom, mais un des plus gros constructeurs de camions au monde. En fait, il faut savoir qu'un poids lourd, 35 tonnes, on fait surtout du coaching. Le loin, c'est on met un boîtier parce que le téléphone, c'est bidon. Hein. L'accéléromètre, on n'a rien, on n'a pas de données, c'est éteint. Donc, en termes de modélisation des données, on n'a pas la température moteur, on n'a pas des notions de freinage précises. Donc, c'est gadget, quoi. C'est pour dire je suis présent, mais ça ne sert à rien. Donc là, nous, on a un retour d'expérience sur des données là-dessus. On a fait du coaching et on a une économie de consommation de carburant qui est très nette sur un poids lourd. Et les plaquettes de frein, donc un réservoir de poids lourd, c'est 1500 litres. Hein. Voilà. Sur un véhicule léger, sur la même implémentation, en fait, comme les véhicules consomment heureusement peu, on n'a pas encore un écart significatif. Nous, au groupe Atos, on a évidemment une politique verte, donc on a une grosse flotte de véhicules.
Donc on a demandé d'être notre propre cobaye pour mettre des boîtiers en accord avec notre leaser de véhicules et notre assureur, et on va s'auto-monitorer pour voir justement le comportement des conducteurs, s'il est plus vertueux. Déjà, rien qu'ils sachent qu'il y a un boîtier dans leur système. Ça se trouve, on va avoir 20% d'économie de carburant parce qu'ils savent qu'ils sont fliqués. Et après, la restitution, justement, parce que les lois européennes, etc., les consentements, c'est pas évident. Même en entreprise, l'entreprise ne peut pas faire des accords dans le dos du salarié. Il faut qu'il y ait le consentement du salarié individuel pour dire j'accepte d'avoir un boîtier et que vous connectez. Donc, avec le consentement de certains de ces salariés, on va aussi donner le score d'éco-conduite là-dessus. Et il faut savoir qu'avec la taxe carbone, au bout du bout, les entreprises avec qui on discute, elles sont très intéressées parce que nous-mêmes, et puis surtout les flottes de poids lourds, il y a un ROI simple sur les taxes carbone, sur le carburant, etc. Après, l'assurance, on va attendre d'avoir un peu plus de données et d'expérience, de profondeur d'historique pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'avoir des modèles assurantiels. Nous, notre prime à notre groupe Atos a augmenté au lieu de baisser parce qu'on a eu des graves sinistres en Angleterre. Vous voyez, donc là, il y a une notion de mutualisation du risque, etc. Donc, quelquefois, ça peut se retourner contre son créateur, en fait, ce type de modèle. Dernière question. Juste pour rebondir, on parlait de mutualisation du risque. Un des problèmes de tous ces objets connectés, quand on commence à rentrer dans le risque lui-même, c'est que le fondement de l'assurance, c'est la mutualisation des risques. Dès que vous commencez à dire ah ben, je sais comment vous vous comportez, donc toi tu es un bon, toi tu n'es pas un bon, ben en fait, plus un assureur veut assurer celui qui n'est pas un bon. D'accord ? Donc vous avez déjà aujourd'hui des phénomènes de, je ne sais plus combien, mais 2-3% du parc automobile français qui est aujourd'hui non assuré. Si on développe et qu'on systématise une offre de boîtier, ça sera plus de 2-3%. Et donc là, de nouveau, pouvoir public, problématique. Comment ça se résolvera, je ne sais pas. Mais cela dit, c'est un peu casse le modèle. Hein. C'est un peu une question aussi de frontière quand même, de curseur. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de compagnies qui ne souhaitent pas trop assurer des taxis, par exemple. Donc c'est un peu où on met le curseur, quoi, en termes d'individualisation des risques. Oui, mais je veux dire, les gens qui acceptent d'assurer des taxis, en général, ils assurent des flottes de taxis. Mais quand on commence à rentrer sur le taxi, monsieur truc, hein, là, celui-là, j'ai vraiment pas envie de l'assurer. Ouais. Surtout quand j'ai vu le nombre de freinages d'urgence qu'il a fait la semaine dernière. Ouais. Donc question sensible. C'est la démutualisation et c'est un business model énorme pour nous. Alors, je parlais des taxis, pas au hasard, pour vous dire, finir sur une petite question annexe. On nous annonce la voiture autonome, la Google Car, hein, qui va me déposer chez moi, aller se garer à l'extérieur, etc. On me dit qu'elle n'a pas d'accident. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'assurance ? Ah non, ça Auto, veut pas non. dire. C'est là où je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une vraie rupture de business model liée à cette voiture connectée déjà. C'est la première étape. Et voiture autonome, c'est encore l'étape d'après. Voiture autonome, ça veut dire en fait que vous allez avoir comme Uber, on va dire, vous allez commander chez vous, la voiture autonome va venir devant votre maison et va venir vous transporter là où vous rêvez d'aller. Alors en réalité, ça va sans doute pas être des petites voitures telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais plutôt des minibus. D'accord ? Et du coup, si on se projette, hein, ça va sans doute y avoir deux types d'assurance à faire. Non plus la personne qui est dans le minibus, mais bien celui qui opère le minibus, le Uber de demain, hein, et puis le constructeur du minibus. Parce que ce minibus autonome, il n'a pas d'accident jusqu'au jour où il bug. Hein. Et là, il bug, et ben, il a un accident. Ou alors, il décide finalement, quand il bug, de rentrer dans la voiture en face. On sait qu'il buggera peu par rapport à l'humain, quand même. Il buggera moins. Ouais. Mais il buggera, c'est certain, moins. Mais il buggera toujours. Donc, d'un point de vue assurantiel, quand vous mettez 30 personnes dans un minibus pour aller d'un point A à point B, ben, vous avez un très gros risque. Ça peut bugger fort. Voilà, comme l'avion. Donc, par contre, l'assurance, moi, à mon avis, à 10-20 ans, l'assurance, on va dire 10-20 ans, l'assurance auto telle qu'on la connaît aujourd'hui, liée à l'assurance de la voiture et du conducteur telle qu'elle existe aujourd'hui, elle risque vraiment fondamentalement d'évoluer, profondément. Dernier changement de modèle, Gilles Marchand, on va parler des banques, on va parler du financement et on s'aperçoit aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, hein, que je n'achète plus de CD mais je m'abonne à Spotify, donc j'ai un droit d'écouter de la musique. Est-ce que demain le banquier n'aura plus à financer des acquisitions mais des usages ? En tant qu'observateur, je l'ai remarqué, un tiers des véhicules en France ne sont plus vendus mais loués.
ce qui est énorme. Donc vraiment les grandes sociétés qui font du leasing regardent beaucoup justement l'objet connecté, le véhicule connecté, toujours dans la transparence des services aux consommateurs. On a vu une annonce aussi, on prend des lunettes sur 3 ans en leasing, avec l'assurance incluse, assurance bris, leasing, et je peux changer après à l'infini. Je disais en introduction, Michelin, vous achetez à l'usage, hein, c'est One Way, je crois, le modèle. Donc, c'est pour ça aussi que les flottes de poids lourds, ils veulent réduire l'usage du pneu, parce qu'un pneu de poids lourd, ça coûte cher. Et donc, je pense que les gens ont compris qu'être propriétaire, les Français, ça résiste pour la maison, hein, on est des grands propriétaires de maison, mais est-ce que, en fait, finalement, c'est pas trop contraignant d'être propriétaire? Donc là, on sent quand même une tendance du marché où les gens veulent plutôt payer à l'usage, pouvoir changer, parce que de toute façon, les différentes directives et lois européennes favorisent le changement de fournisseur. Hein, on le voit avec les assurances, les banques, l'opérateur telco avec la mobilité. Donc finalement, peut-être qu'un jour, je pourrais changer de voiture. Lundi, j'ai pris ma grande berline. Mardi, mon mono-espace. Donc on va pouvoir quand même switcher beaucoup plus. Et en plus, en transverse, il y a quand même le collaboratif. Donc les gens, ils aiment bien se prêter des objets, etc. Bon, il faut qu'ils soient assurés aussi pour les véhicules. Et donc du coup, finalement, cette notion de propriété change beaucoup. Donc du coup, on a un millefeuille de services et la banque et l'assurance vont être vendus à l'intérieur d'un package. Ils seront, je sais pas, comme Intel Inside, en fait, finalement à l'intérieur, où d'orange j'aurai du leasing. Donc là, le leasing, ça rapporte beaucoup d'argent, quand même. De l'assurance incluse. Et peut-être donc l'objet, je veux le piloter à distance, donc il est connecté. Donc on aura quand même les différents services qui vont s'inclure. Nous, par exemple, on gère toute la plateforme de Siemens et Bosch des objets que vous avez chez vous dans votre cuisine. Donc on a un contrat cadre avec Siemens Bosch. Donc on connecte tous les objets Siemens et Bosch dans le monde. La Chine, ça n'a pas été simple. Donc là, l'idée, c'est de dire d'abord la pédagogie. Je vais dire à la personne sur son four, il a chauffé beaucoup, etc. Il faut changer les résistants, on va faire la maintenance préventive pour allonger la durée de vie. Mais après, on se dit, si j'arrive à allonger la durée de vie, ça veut dire que le TCO, le coût de possession de mon four, il devient très compétitif parce qu'ils vendent des fours quand même très très chers par rapport à la concurrence. Donc disons, si je vends à l'usage, je vais être moins cher qu'un discounter. En gros, ma Mercedes classe E, à l'usage, je vais la vendre moins cher que ma Dacia. Parce que j'arrive à faire mieux de maintenance préventive, je fais de la prévention de conduite, je gère mieux mon produit. Donc du coup, finalement, quand je vois le tarif mensuel, je dis j'ai une classe E au prix d'une Dacia, c'est super. Et comme par hasard, c'est quand même des gens qui vendent des objets très chers, qui sont allés dans le modèle connecté, dans le modèle à usage, parce qu'ils savaient que, et d'ailleurs dans le leasing, vous avez des véhicules à 83 000 €, peut-être ça va mieux en leasing. Et du coup, le business model, il a complètement changé, et le consommateur, il est heureux, quoi, en fait. Stéphane Yehou, plus globalement, pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire sur la partie banque, financement, ce que vous observez, vous? Alors, je vais vous dire ça. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir quand même sur ce que disait Gilles avant dans le débat sur la donnée automobile, en fait. Parce qu'un des éléments dont on n'a pas parlé, c'est qui sépare le monde industriel du monde retail et du particulier, c'est que pour faire quelque chose des objets connectés et de la donnée, il faut d'une part avoir une donnée fiable, et puis après arriver à modéliser quelque chose à partir de cette donnée fiable. La donnée fiable, elle est plus facile à acquérir quand on met des puces sur des ascenseurs ou sur des choses qui ne nécessitent pas d'avoir de valeur d'usage. Lorsqu'on veut avoir une donnée fiable dans le monde retail qui intéresse l'assurance ou les banques, il faut que l'objet connecté crée une valeur d'usage pour arriver à faire en sorte qu'il soit utilisé et à fiabiliser la donnée que je vais essayer ensuite de modéliser. Et ça, c'est vraiment la complexité aujourd'hui du monde industriel des objets connectés. Donc voilà, je ferme ma parenthèse là-dessus. Alors, sur la banque, donc si on caricature en fait aujourd'hui les modèles économiques qu'on peut envisager liés aux données, il y a 2 grandes directions. C'est ce qu'on appelle la bipolarisation.
soit on considère que je vais être un acteur qui a conservé la relation client et je veux faire croître mon PNB, et donc je veux, pour un client donné, être capable de lui vendre le maximum de produits, y compris des produits non bancaires. Par exemple, je pourrais demain lui décider de vendre des produits du tourisme ou d'autres secteurs, des telcos, hein, c'est ce qui se passe dans l'autre sens, donc pourquoi pas. Ça, je considère que je vais garder la relation client et je vais faire en sorte de le faire. Après, on peut segmenter par produit, on peut segmenter par géographie, mais c'est le raisonnement. Le deuxième raisonnement, c'est de considérer que je suis plutôt dans une logique de producteur de produits, donc je m'oriente plutôt back-office, et je vais devenir le meilleur pricer de crédit IMO, par exemple. Et donc, je vais essayer d'étendre mon parc de clients et augmenter par là mes revenus, parce que je vais le faire avec une marge qui sera... Enfin, je serai moins cher et j'aurai quand même de la marge. Donc, c'est en gros les deux directions, de façon très caricaturale, qu'on peut envisager en termes de ce qu'on appelle data-driven company. Sur la banque, nous, il nous semble que la richesse actuelle la richesse actuelle de la donnée qu'a la banque sur ses clients lui donne un avantage, en tout cas à approfondir, sur le maintien de sa prédominance en termes de relations clients. Alors, elle est déjà attaquée, hein, puisqu'il y a des structures autour du personal finance management qui essaient d'agglomérer les transactions de différentes banques et de prendre ce lien qu'a la banque avec son client. Et de fait, ça montre bien la valeur qu'a aujourd'hui cette connaissance du client qu'a la banque sur la connaissance de son client. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de cette thématique. Juste, j'ai regardé les questions. En fait, il y a deux questions. Il y en a une fausse. C'est la suivante, c'est si on doit faire payer cher les mauvais conducteurs, ça va être compliqué en assurance auto. Puis il y en a une à laquelle, Aymar, vous avez répondu sur si demain avec la voiture autonome, on va basculer sur une garantie constructeur. Et du coup, quel changement énorme à gérer mais bon, j'allais dire, là, vous avez apporté un début de réponse, puis j'allais dire, on verra. Ça fait partie des grands changements qu'on attend, donc la fameuse voiture qui va venir nous chercher. Je vous demande juste, avant de passer la parole à Maxime, de remercier chaleureusement nos experts. Et puis, il me reste à vous souhaiter